Le meurtre de France Salin arrive en 82 et le procès en 91. Entre ça, il y a un animateur de radio, André Arthur, qui maintient la pression. Tardy nous répète qu'il n'y a jamais eu dans ce dossier un autre suspect que Benoît Proulx. La stratégie était de mettre une pression telle sur Benoît Proulx qu'il allait finir par avouer son meurtre. Et là, pour Benoît Proulx, qui travaille dans la même station de radio, ça devient beaucoup trop. Il décide de poursuivre pour $1 million. Ça, c'est l'article qui est publié le samedi matin. Oui. Proulx poursuit pour $1 million. Ça, c'est la photo qu'on a choisie. Et là, soudainement, Paul-Henri Paquette se souvient avoir vu cet homme-là le soir du meurtre de France Salin. Un individu surgit de nulle part qui vient nous dire 9 ans après qu'il était dans la rue ce soir-là. C'est complètement invraisemblable. Tous les yeux sont tournés sur le procès de Benoît Proulx. Benoît Proulx. Benoît Proulx. Benoît Proulx. En 1991, suite au gros battage médiatique d'André Arthur, suite aux nouveaux témoins, la Couronne dépose finalement des accusations contre Benoît Proulx. Alors, il va être cité à procès devant jury. Évidemment, ça suscite un cirque médiatique. Tout le monde ne parle que de ça à Québec et même au Québec. Un meurtre non résolu, une jeune femme sans histoire qui est assassinée. On a un accusé qui était connu dans la région de Québec. On a l'avocat de la défense qui est Maître Lawrence Corriveau, qui était tout un personnage. On a les témoignages et la preuve qui est un peu basée et qui ressemble à ce qui se dit dans l'émission d'André Arthur, qui était le personnage médiatique puis l'animateur de radio numéro 1 à Québec. Il n'y a pas une série, il n'y a pas un film judiciaire qui était plus intéressant que ça à l'époque, là. C'est une histoire dont on va beaucoup entendre parler et c'est une histoire qui va marquer l'histoire juridique du Québec. 9 ans plus tard, un meurtre ainsi élucidé, s'il faut en croire les accusations portées par le ministère de la Justice. La première requête que nous avons déposée devant la Cour supérieure était une requête pour changement de venue. C'était évident parce que il y avait eu des articles innombrables qui avaient été faits. La population était, à mon avis, un peu contaminée. Alors, on considérait qu'il était très difficile d'être capable de trouver des gens qui pourraient être des jurés et qui n'auraient pas entendu parler du cas de France Salin et Benoît Proulx. J'ai présenté cette requête devant le juge Tremblay, mais cela a été refusé. Le juge Tremblay a concédé qu'il y avait eu une publicité hors de l'ordinaire avant le procès. Mais selon lui, la publicité justifiait pas en soi le changement de venue. C'était engagé à faire une sélection plus étroite des candidats jurés. Mais finalement, ça s'est pas produit puisque la défense avait 32 questions à poser aux candidats jurés. Et puis, le juge n'en a posé que 3 questions. Ça, c'est une des premières erreurs qui a été faite par le juge du procès, l'honorable François Tremblay. Lui a décidé que non, on est capable de trouver 12 jurés impartiaux à Québec. Puis bon, cette couverture médiatique monstre, c'est pas grave. On est capable d'instruire le procès puis d'avoir un procès qui est juste et équitable. De demander à des jurys de faire abstraction complètement de l'information qu'ils ont eue avant pour ne tenir compte que de ce qui est en preuve, c'est un exercice qui devient impossible aussi, là. Et c'est sûr que quand on le présente dans les médias, c'est toujours des raccourcis, c'est toujours des formules chocs, il n'y a pas de nuances. Et à force de répéter les choses, un mensonge répété souvent finit par mieux passer, on le voit en politique. Le juge François Tremblay a jamais pris ces choses-là au sérieux et ça a apparu dans sa façon de gérer le procès, de gérer la façon dont les médias débattaient de la cause pendant le procès et dans ses directives. Il y a eu un vent d'hystérie collective. On aurait dit que les gens ne comprenaient plus le gros bon sens. À l'intérieur du procès même, Benoît Proulx n'a jamais été identifié par M. Paquette. Cet homme, Paul-Henri Paquette, dit qu'il l'a vu sur la rue à peu près à l'heure du crime. En février dernier, il a reconnu ses yeux sur une photo dans le journal. Généralement, quand un témoin direct du crime, une des premières choses qu'on va demander au témoin, est-ce que vous voyez la personne qui a commis le crime ici dans la salle? Pouvez-vous la pointer? Pouvez-vous l'identifier? Ouais. On voit ça dans tous les procès. Mais ça n'a pas été fait. Parce que, en fait, le témoin Paquette, il n'a jamais dit qu'il reconnaissait Benoît Proulx. Il a dit qu'il avait reconnu la forme des yeux de Benoît Proulx sur la photo qu'on a publiée dans le journal. Et le juge, lui, a tout laissé passer ça.
L'identification est un élément fondamental d'une accusation que la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable. Si on n'a pas une preuve hors de tout doute raisonnable de la personne qu'on pense avoir commis le crime, on ne pourra pas obtenir une condamnation. Lorsque cette identification est faite par un témoin oculaire, c'est une preuve qui, par définition, est fragile. Les témoins sont généralement de bonne foi, veulent collaborer avec la justice. Ils ont une croyance très sincère en ce qu'ils ont vu. Mais souvent, malgré la croyance sincère, ça peut être une perception qui est erronée parce que la vision était défaillante, parce que le contexte qui permettait de voir n'était pas adéquat, l'éclairage, les conditions climatiques, la distance. Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent donner une fausse impression. Et lorsque l'identification repose sur la perception d'un témoin oculaire, le juge qui préside le procès devant jury est obligé d'expliquer au jury que c'est une preuve qui est par définition fragile et doit mettre en garde le jury sur les différents dangers inhérents qu'il y a à ce type de preuve. Et au procès, le procureur de la Couronne n'a pas demandé à ce témoin d'identifier M. Proulx en salle de cour parce que du propre aveu du procureur de la Couronne, il se disait, il l'a plaidé au jury à la fin. Je n'ai pas demandé à M. Paquet s'il reconnaissait M. Proulx en salle de cour parce qu'il y avait une marge d'erreur. Il avait juste vu les yeux et la barbe d'une personne qui, depuis, a changé son allure. Alors, à tous les niveaux, l'identification dans cette affaire-là était défaillante. On sait que cette histoire-là a marqué vraiment tout le monde à Québec et il y a plusieurs qui se souviennent encore des moindres détails, tellement ça a été un fait marquant dans l'histoire judiciaire. Donc, on a fait un appel à tous à Québec pour voir si des gens avaient des informations à nous partager ou encore des souvenirs. Juste avant de poursuivre, Marie-Claude, on a un appel à tous à faire aujourd'hui. Absolument. Présumé innocent, saison 2, on s'attaque à l'affaire France-Alain. On a une adresse Gmail, tout est confidentiel absolument et totalement. Alors, c'est affairealain@gmail.com. Donc, on est là pour recueillir tous vos commentaires, vos souvenirs, vos informations. Oui, madame, c'est Marie-Claude Savard. Oui, le présumé innocent. Vous nous avez laissé un message. Je m'appelle Sébastien Trudel, je vous rappelle, parce que vous nous avez envoyé un courriel concernant l'affaire France-Alain. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Oui, est-ce que je peux prendre votre nom? J'ai toujours pensé qu'un accusé a tort, un homme, d'un crime qu'il n'a pas commis. Parce que aucun témoin, aucune preuve ne peut identifier Benoît Proulx au meurtre de France-Alain, à l'exception du témoignage de Christian Thibault. Il y a ce collègue de travail, Christian Thibault, qui vient dire, lui aussi après 9 ans, qu'il est allé faire un tour à CHRC ce soir-là et qu'il y a vu un Benoît Proulx surexcité. Ce qu'il faut comprendre dans l'enquête du meurtre de France-Alain, c'est que dans les premiers jours suivant le 25 octobre 82, les policiers n'ont pas sécurisé la station de radio CHRC pour rencontrer des témoins puis essayer de refaire le fil du temps de cette soirée-là, parce qu'ils sont arrivés des années plus tard à penser que Benoît Proulx, c'était leur suspect. Ce qui fait que, ça a été difficile pour eux d'établir clairement qui était là et qui était pas là. Et ensuite, quand ils ont rencontré ces témoins-là, mais c'était des souvenirs lointains. Il y a 2 personnes qui ont affirmé avoir vu Benoît Proulx dans un état second le soir du 25 octobre 82, autour de 20 h le soir. Il y a une réceptionniste et il y a le journaliste Christian Thibault. Entre 1982 puis 1991, ce qu'on sait, c'est que Benoît était seul dans la salle des nouvelles. Il a lu ses bulletins de nouvelles normalement. Mais là, tout à coup, à la veille du procès, en 1991, un journaliste pigiste de CHRC qui s'appelle Christian Thibault, qui se rappelle soudainement que le soir du meurtre, il est venu à la station vers 8h, 8h30, et qu'il a vu Benoît dans un état d'excitation, de fébrilité anormale. Et là, soudain, il se rappelle de ça. Ça lui revient. Ouais, ça lui revient, là. Un des personnages hyper importants ce soir-là à CHRC, c'est Christian Thibault. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il l'a vu rouge, en sueur, énervé, au possible, qu'il y avait eu une grosse émotion. Et là, on situe cette émotion-là quelque part après le meurtre de France-Alain. Oui, lui, il dit qu'il l'a vu dans la salle de nouvelles, là, tu sais, frisant la panique. Ça, c'est vraiment l'expression qu'il a utilisée, là. Bon, il y a eu l'enquête en 1982. Il y a eu l'enquête du coroner. Il aurait pu se manifester à ce moment-là. Non, il n'a jamais pensé de se manifester. Puis, tu sais, je l'accuse pas de faux témoignage ou d'essayer de perjurer, mais c'est quand même étrange de la part d'un journaliste, tu sais, de ne pas s'être manifesté avant s'il y avait cette information-là. Tu sais, c'est comme, dans le fond, le témoin Paquette, là. Tu sais, pourquoi, tout d'un coup, en 1991, ils se sont rappelés de ça puis ont décidé de venir témoigner au procès? Ben
Vous saviez qu'on allait vous appeler, là. On rouvre l'affaire France-Alain. Ouais. Je vous sens encore très émotif là-dedans, là. Ça fait quand même 40 ans. Toi, tu as parlé à Christian Thibault récemment. Ouais. J'ai parlé à Christian Thibault et quand on a fait l'appel à tous à Québec, il m'a raconté qu'il a été saisi, là, d'une émotion de panique. Et il a pris l'adresse courriel affairefrancealain@gmail.com et il l'a mis sur sa table de nuit. Puis il se demandait s'il allait nous contacter ou pas. Moi, j'ai réussi à retracer son numéro de téléphone à travers André Arthur et les contacts et tout. Et puis un bel après-midi, je l'ai appelé chez lui. Le silence au bout de la ligne, il savait qu'un jour ou l'autre, il allait devoir nous parler. Il va pas nous parler à la caméra parce que il est encore sous le choc 40 ans plus tard. Puis je pèse mes mots, là. Il y a être émotif, puis après ça, être sous le choc. Il est encore sous le choc par le fait que son témoignage ait provoqué dans la vie de quelqu'un un procès pour meurtre. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il l'a vu en panique. Il n'est pas capable non plus de nous dire ça fait que c'est lui le meurtrier. Il n'a pas jamais pensé ça. Il m'a expliqué que la chose dont il est certain, c'est que c'était la bonne chose à faire de témoigner. Ce qu'il a trouvé difficile, c'est de se retrouver dans cette situation-là. D'être un élément clé dans une bascule de vie d'un collègue de travail. Je pense que Christian Thibault, là, ce qu'il regrette, là, c'est d'avoir été à CHRC le soir du 25 octobre 82. Le seul problème, c'est qu'il s'est rappelé de tout ça, lui aussi, 9 ans après les faits. Pourtant, si tu as l'impression que ton collègue a peut-être tué quelqu'un, là, il semble que tu informes immédiatement les autorités. Mais c'est ton collègue. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. C'est vrai. Fait que tu fais attention. Ça se peut que tu te dises, je sais que ce témoignage-là ou ce que je dis là pourrait vraiment, vraiment avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Là, on parle de, tu sais, prison à vie, là. Au cœur de l'affaire pendant le procès de Benoît Proulx, c'est les témoignages de spécialistes en balistique. Que s'est-il passé? Il a vraiment fallu qu'on essaie de reconstituer une scène de crime presque 10 ans après pour essayer de comprendre comment ça s'était passé. Michael Ménard, t'es armurier. Oui. Donc spécialiste des armes à feu, ça le dit? Exactement. Et là, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est un calibre 12. Oui. Ça, c'est quand même une arme qui est assez répandue, là. C'est très répandu. C'est une arme de chasse, principalement, qui projette plusieurs petites baies en général, au lieu d'une carabine qui projette seulement qu'un boulet. Fait que c'est de quoi quand même assez puissant à courte distance, mais qui perd beaucoup de force quand on s'éloigne. Pour chasser, par exemple, la perdrix, normalement. Là. Perdrix, canard, tout ce qui est oiseau migrateur. Okay, donc quelque chose de petit, puis là, les plombs permettent d'atteindre la cible. Oui, exactement. Fait qu'à courte distance, tirer sur un animal, un être humain, il n'y a pas vraiment de chance. Là. Oui, surtout un calibre 12, les dommages sont très grands. Là. OK, puis nous, celui dont on parle, à ce qu'on comprend, c'est un modèle, corrige-moi si je me trompe sur le nom, c'est Coe. Coe. Coe, OK. Coe, qui est principalement des fusils un coup qui datent d'au moins 30-40 ans, mais qui était très répandu parce que le prix était abordable. C'était un bon petit fusil dans le temps. Donc, on a le Coe un coup. OK, donc on va mettre les protections. Moi, je vais tirer une balle à blanc pour des raisons de sécurité. Et toi, tu vas pouvoir après ça tirer avec les plombs. On va voir la différence de recul. Une vraie balle a plus de recul qu'une balle à blanc. Fait que là, je l'arme. Oui, tu l'armes. C'est quand même vraiment lourd. Là. Quand t'es pas habitué, là, c'est... Non, c'est ça. Écoute, j'ai de la misère à me placer comme il faut. Là, faut que je vise en plus. Attention. Tabarnouche! Puis tu dis que ça a plus de recul, donc il y a plus d'impact du fusil avec une vraie balle. Avec une vraie balle, oui, parce que la force, le projectile à l'intérieur du canon fait une friction qui fait une force opposée qui donne un recul, oui. Bon, ben c'est vraiment avec des vraies balles. Fait que ça fait beaucoup de bruit, puis si c'est le silence complet, là on parle d'un quartier universitaire, puis tout le monde est en semaine de relâche, on s'entend que tout le monde l'entend, là. Ouais, ça se fait remarquer. C'est quoi, moi, là, marcher ici en face du cimetière de même, là, puis c'est encore plus éclairé que ça l'était en 82, là. Je te dis, là, je fais pas super bien, là.
On a besoin de retourner à Québec pour revisiter encore la scène de crime. On a appris énormément de choses, de la part de l'avocate de la défense, de la part de plusieurs policiers. T'sais, on a besoin de retourner sur cette scène-là pour tester toutes les connaissances qu'on a apprises ces dernières semaines. Fait que c'est ici. Oui, donc c'est ici qu'on a retrouvé le corps de France Alain. Il y a 2 témoins importantes. Là, en fait, il y en a 3. Là. Il y a une dame qui s'appelait Céline Doyle qui habitait dans le même édifice que France Alain, qui a entendu des bruits, qui s'est déplacée dans le portique. Mais surtout, il y a 2 femmes, Monique Boulanger et Christiane Perron, qui prenaient une marche. Oui. OK? Donc, elle marchait du côté nord. Donc là, en ce moment, on est du côté nord, à partir de la rue Méran, qui est le feu de circulation qui est juste derrière. Donc, un coin de rue derrière. Donc, en prenant leur marche, ils ont une conversation animée et tout d'un coup, Monique entend un bruit. Oui. Elle pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un backfire, donc un bruit de voiture. Oui. OK? Et elle se souvient d'avoir levé la tête puis d'avoir vu une voiture qui roulait donc dans ce sens-là et qui a dépassé la rue Belmont. Tu vois tellement que c'est fort que Céline Doyle, elle a pensé que c'était peut-être un accident de voiture. OK. Tu sais, que quelqu'un avait frappé l'édifice. Puis quand elle entendait pleurer, elle se disait, ça doit être une victime de l'accident. Donc là, elles autres continuent leur marche, tranquillement, pas vite. Et ce qu'elles voient en premier, c'est une pinte de lait à terre. Et quand elles se sont retournées puis qu'elles ont vu qu'il y avait quelqu'un sur le talus, France Alain était tellement petite qu'ils pensaient que c'était un enfant. Exactement. Sur le coup, c'est ça. C'était un enfant. Fait que là, ils sont allés chercher de l'aide. Bien, ils sont allés chercher de l'aide auprès de Céline Doyle, donc celle qui avait entendu un bruit qui était descendu dans le portique. Oui. Puis moi, une des affaires qui m'a hantée dans cette affaire-là, c'est que Céline Doyle, elle entendait pleurer. Puis elle pensait que c'était un enfant qui pleurait. Puis quand elle parlait du bruit de gémissement qu'elle entendait, elle l'entendait très fort, mais elle dit c'était comme si c'était un son étouffé. Puis elle dit l'image que j'avais, c'était un enfant qui mettait son poing dans sa bouche pour pas faire trop de bruit. Puis elle l'a entendu très longtemps parce qu'elle est sortie dans le portique. Puis elle essayait de voir dehors. Coudonc, je vois-tu quelqu'un qui pleure? Puis elle voyait rien. Forcément, elle sortait dans le portique, puis France Alain se retrouvait là, rentre à l'intérieur, entend encore les gémissements, les pleurs et tout. Moi, c'est venu me chercher parce que je me dis, tu penses que France Alain s'est fait tirer à bout portant comme ça à Sainte-Foy, donc elle est décédée sur le coup. C'est pas ça qui est arrivé, là. Non, du tout. Vraiment pas. Puis les 2 marcheuses, quand elles sont arrivées, elles n'entendaient plus de gémissements à ce moment-là. Elle est encore vivante, par contre. Oui. Les ambulanciers l'ont emmenée à l'hôpital, puis c'est là qu'elle est décédée. Mais elle n'a jamais pu dire quoi que ce soit. Ça, c'est de la chevrotine, c'est de la petite bille, c'est de la cartouche régulière de calibre 12. On voit que le centre est encore très, très, très condensé. Ouais. Fait que si on s'entend que sur un être humain, les chances de survie sont nulles. C'est sûr que ça fait du dommage. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que France Alain, elle a été atteinte par balle. Ça a laissé un trou de 2 pouces dans son manteau à la hanche. Donc, la balle a pénétré et ensuite, les plombs se sont dispersés partout et ça a causé plus d'une vingtaine d'hémorragies. Donc, même si elle n'est pas décédée sur les lieux et qu'elle a été transportée à l'hôpital, une fois rendue là-bas, c'était impossible pour les médecins de la sauver, là. Il y avait trop de dommages. Les organes vitaux étaient touchés. Et là, si je regarde le rapport balistique, ce qu'on dit, c'est que le meurtrier se tenait entre 6 et 15 pieds de France Alain. Donc, c'est assez proche. Ben, 6 pieds, c'est vraiment très proche, là. Là, la question, c'est de savoir qui commettrait un meurtre de cette manière-là. C'est quoi le profil de notre suspect avec ces informations-là? Docteur Chamberlain, si on regarde notre scène de crime dans ce cas-ci, donc un 12, un soir où il s'est pas éclairé et une victime qui se fait tirer, qu'est-ce que ça nous dit en soi? On a quand même quelque chose qui est pas discret, là. Ça fait du bruit, c'est long à transporter, je sais pas s'il était tronçonné ou pas. Ça fait beaucoup de dégâts, ce genre de projectile-là. Donc on a quelque chose qui est tout sauf discret. Est-ce que ça nous dit à ce moment-là que c'est un meurtrier qui veut se faire remarquer? Pas nécessairement. Ça peut être un meurtrier qui veut se faire remarquer, qui veut faire un geste d'éclat, ou ça peut être quelqu'un qui est vraiment pas habitué puis qui s'est débrouillé avec les moyens du bord. Au procès, le procureur de la Couronne présente sa théorie et celle des enquêteurs, c'est-à-dire que France Alain a été victime d'un crime passionnel qui a été commis par son ancien petit ami de cœur, soit Benoît Proulx. Il y a des gens qui, effectivement, se font rejeter quand ils sont en relation de dépendance avec quelqu'un. Ça rejoint les angoisses de mort. Se faire abandonner par cette personne-là, c'est comme se faire abandonner par sa mère si on a 2 ans. On va mourir. Fait que si ça rejoint ces angoisses-là, ça devient beaucoup plus facile de faire un meurtre parce que dans la tête de ces personnes-là, ils vont mourir parce qu'ils ont été abandonnés et ils ont énormément de colère contre la personne qui leur fait vivre ça. Donc, ils vont se venger de cette colère-là et par la suite, ils vont se suicider.
Mais le problème avec la théorie de la couronne, c'est que selon plusieurs experts, la scène de crime ne correspond pas du tout à une scène de crime passionnel typique. Un crime passionnel, quelqu'un qui est emporté par une émotion, de la colère, ou surtout s'il y a des substances qui ont été consommées, de l'alcool, ça, on voit ça assez régulièrement. Et où la conséquence est disproportionnée par rapport à l'insulte du départ. Ça, c'est possible. Mais là, on serait plus dans un cas de vengeance. On décrivait la scène de crime comme quelque chose d'extrêmement voyant. C'est bruyant. Je pense que c'est la lame la moins pratique qu'on peut trouver. La façon dont le projectile s'en va, ça fait du dommage. Est-ce que quelqu'un qui prendrait toute la peine de faire ça en 2 bulletins de nouvelles pour pas être soupçonné, utiliserait une méthode comme ça pour le crime lui-même? Il y a quand même des incohérences. Puis un coup, ça indique que la personne qui s'en va faire ça a une chance, ou sinon, il faut qu'évidemment, elle reload. Recharger, rouvrir l'arme, enlever la balle tirée, en remettre une, le refermer. Pour quelqu'un qui serait pas habitué à tirer avec ça, ça serait un gros risque parce que la personne, si tu l'atteins pas, a le temps de se sauver. Là. Oh, oui, parce que c'est beaucoup de manipulation pareil. Comparativement à une arme semi-automatique qui se recharge seule ou un pompe qu'on fait juste pomper un coup puis on est prêt à tirer. Est-ce qu'il aurait pris le risque de planifier ça tellement serré avec le risque, tous les risques que ça encourait? Si, par exemple, son fusil s'enraye, et voilà. Il n'a pas le temps de rentrer à la station, il a-tu un plan B? Aussi niaiseux qu'une porte sur bord, il n'a pas pensé, puis il peut plus rentrer, tu sais. Quelqu'un le voit aussi sur la rue. Exact, oui, parce que c'est un quartier qui était connu aussi, là, tu sais. Alors là, il fallait qu'on pense que Benoît Proulx aurait tiré France Alain sur le côté, l'aurait laissé là, à terre, et aurait pris la rue tranquillement, en marchant, aurait rencontré quelqu'un pour continuer son chemin. La thèse de la couronne n'avait absolument aucun sens. Pour essayer d'expliquer le meurtre, la défense a amené plusieurs théories. La jalousie, la vengeance, le crime organisé, le résultat de la folie. Mais celle qui a vraiment retenu l'attention, c'est celle d'une erreur sur la personne. Autrement dit, des gens du crime organisé, des motards particulièrement, se seraient trompés de cible et auraient tué France Alain par accident. L'erreur sur la personne, c'est quelque chose qui revient souvent dans notre enquête. Ça a été considéré dès le départ par les policiers. Puis, ce serait entre Marcel Lefrançois et France Alain. Marcel Lefrançois, c'était un motard qui avait un contrat sur sa tête. Exactement. Là. Donc, les Hells avaient des raisons de vouloir éliminer un Marcel Lefrançois à Sainte-Foy en 82, là, au moment où France Alain est décédé. Donc, il y a cette possibilité que quelqu'un s'est trompé carrément puis a tiré France Alain en pensant que c'était Marcel Lefrançois. Parce qu'attends bien ça, il y a un autre Marcel Lefrançois à Sainte-Foy qui a été tué par erreur. Fait qu'il y a déjà eu une erreur sur la personne autour de Marcel Lefrançois. Mais je comprends, mais comment tu peux confondre un motard avec France Alain qui mesure 5 pieds? Ben, regarde, je vais te montrer une photo ici. Regarde bien ça, là. France Alain ressemble étrangement à Marcel Lefrançois. C'est les mêmes cheveux frisés. C'est la même chose, ils ont les mêmes la même forme de lunettes. cheveux. Peut-être juste la grandeur qui serait différente, là. Mais quand même. Ben, c'est un informateur qui affirme donc qu'il aurait pu avoir erreur sur la personne avec Lefrançois, que c'était un homme d'affaires du crime organisé qui a déjà donné des contrats pour faire éliminer des individus. Sauf qu'en même temps, je comprends qu'ils ont la même forme de cheveux, là, mais il aurait pu avoir beaucoup d'erreurs sur la personne rendue là avec des cheveux frisés dans les années 80. Là. En bout de ligne, même si France Alain ressemble beaucoup à un Marcel Lefrançois et qu'il y a eu erreur sur la personne dans ce dossier-là, les policiers se sont dit ce n'est pas un professionnel qui a tué France Alain parce qu'elle a été atteinte à la hanche et qu'elle était encore vivante sur la scène de crime. Les policiers se sont dit un tueur à gages des motards n'aurait pas tué quelqu'un de cette façon-là. Un professionnel va effectivement s'assurer que son travail est fait. Juste la victime elle-même, qui a rien à voir avec le crime organisé, quel professionnel serait impliqué dans un cas comme celui-là? J'en ai aucune idée. Donc, ce serait une théorie de penser que ça aurait pu être quelque chose de personnel, de dirigé contre la victime, et non pas un acte d'un fou furieux qui passait par là. Souvent, ces gens-là, quand quelqu'un a un délire, admettons, qui a donné une signification particulière à cette fille-là, où il entendait des voix ou tout ça, là, c'est pas impossible, ça peut arriver. Mais ce genre de personne-là guérit pas du jour au lendemain. Elle va rester avec son délire, elle va rester avec ses idées. Souvent même, le stress généré par tout ça va faire flamber ça. Donc, ça serait extrêmement surprenant parce que quelqu'un qui a une maladie mentale, qui va l'amener à faire un geste à ce point-là, va être complètement désorganisé dans sa vie. Il va faire d'autres choses pour longtemps après.
Le meurtre de France-Alain a évidemment causé nombre de chocs partout au Québec, mais surtout à Sainte-Foy, qui est un quartier étudiant qui était réputé pour être tranquille. Et là, évidemment, dans ce temps-là, tout le monde arrive avec ses théories et ses hypothèses. Et là, en 91, durant le procès, il y a une vieille histoire qui refait surface, qui avait pourtant été rapportée aux policiers en 1982 et ignorée à l'époque, et qui va même être ignorée aussi au procès. Et pourtant, c'est quand même assez troublant d'entendre ça. Louis Pelletier est animateur à la radio depuis 42 ans déjà? Oui, ça passe vite, ça passe très, très vite. Et toi, tu as été involontairement mêlé au procès de Benoît Proulx parce que tu habitais le même bloc appartement où habitait France-Alain. Exactement. C'était à Place Belmont à l'époque, quand ils ont réouvert l'enquête. Puis comme j'étais dans les médias, pas les gens me voyaient arriver travailler. Puis il y en a plusieurs qui venaient me parler, qui me donnaient des témoignages. Puis là, je leur disais, écoute, je suis pas vraiment journaliste, mais si ça vous tente, vous pouvez me parler. Puis souvent, je me promenais, je prenais des marches. Je passais comme à l'endroit où l'événement s'était passé. Puis souvent, il y a des gens qui disaient « Hey, monsieur, venez me voir. » Puis nous autres, on a su telle chose, telle affaire. Puis on en a parlé à des policiers. Puis j'espère que ça va faire bouger l'enquête et tout ça. Et ça, c'était pendant le procès de Benoît Proulx, donc en 91, un peu autour de ça. Quand on a réouvert l'enquête, exactement. Donc, c'était quoi les principales rumeurs qui circulaient outre Benoît Proulx, là? Écoute, la principale que j'ai entendue très souvent, venant des locataires qui demeuraient là à l'époque, c'est comme « Hey, comment ça qu'on n'entend pas parler des trous de balles qui étaient dans la porte patio de l'appartement qui était juste vis-à-vis où la dame a été tuée? » Au printemps 82, Pierre Roy était le voisin de France-Alain. Il habitait le premier immeuble au coin des rues Belmont et Chapdelaine, ici. Vers la fin du mois de février ou au début de mars, il dit avoir entendu quelqu'un tirer des coups de feu, au moins 5-6 fois. Des coups de 12, pense-t-il. C'était une détonation qui était un coup de fusil. Ça, c'est certain. Pourtant, la police n'en a pas tenu compte. C'est seulement depuis hier, depuis que le Journal de Québec a décidé de révéler cette histoire, que les enquêteurs ont repris le dossier. Mais Roland Bourgette est sceptique. Il n'y a pas nécessairement un lien entre un bruit en avril et un meurtre survenu en octobre. Tout est là, et il faut croire que l'avocat de la défense, Maître Lawrence Corriveau, a jugé qu'il n'y en avait pas de lien. Il a été mis au courant de toute cette affaire avant le début du procès de Benoît Proulx et a choisi de ne pas faire témoigner M. Roy. Donc, eux disaient, et ça revenait très souvent, que c'était des jeunes qui s'amusaient à tirer des balles avec probablement un fusil à plomb, et puis qui visaient les voitures, puis qui, à un moment donné, la dame a passé. Et puis, c'est elle qui a reçu le projectile parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient brisé des portes patio avant. Donc, ça avait été signalé à l'époque. Okay. Les gens trouvaient ça bizarre que dans l'enquête, ça n'avait pas été souligné de grande façon. Au début du procès de Benoît Proulx, c'était la rumeur qui circulait dans les blocs étudiants où habitait France-Alain. Mais cette preuve-là n'a jamais vraiment été vérifiée, puis on n'a jamais vraiment trouvé de preuve que ça peut vraiment avoir un lien avec le meurtre ce soir-là. Quelqu'un, avec des bonnes raisons, peut décider de garder le silence pendant longtemps. Mais une gang de jeunes qui a fait quelque chose de même, surtout celui qui était impliqué indirectement, va en parler. Hey, c'est impossible que ça sorte pas, là. C'est impossible. Si je regarde ce que Suzanne Corriveau, l'avocate de la défense, a plaidé quand elle a contre-interrogé le médecin légiste, a dit que son hypothèse à elle, c'est qu'il y a une personne qui était assise côté conducteur dans un véhicule, qui tenait donc le calibre 12 sur la portière fenêtre ouverte. Oui. Et avec la dénivellation de la chaîne de trottoir, ça donnait exactement la hauteur où France-Alain a été atteinte. Et à ce moment-là, la voiture aurait été là, du côté, donc en direction sud, c'est ça? Exactement. Ça aurait été parfait pour un conducteur qui attendait là ou qui peut-être suivait France-Alain depuis qu'elle était sortie de chez elle à l'arrière de la bâtisse. Imagine, mettons, tu vois qu'une voiture te suit tranquillement, là. Tu sors de chez vous, quelqu'un qui t'attend, là. Ça expliquerait pourquoi elle a fait le détour. Au lieu de repasser par le chemin plus noir et plus rapide, elle a pris la rue la plus passante, Miran, où il y avait CHRC et Benoît Proulx. Elle est revenue aussi par la rue Chapdelaine, où il y avait quand même plus d'éclairage que par le raccourci. C'est corroboré par certains témoins qui ont entendu un bruit de voiture, une pétarade, une voiture partir à vive allure. Et le médecin légiste a été forcé de dire en cours que, en effet, cette théorie de la carabine sur la portière de voiture avec la fenêtre ouverte pourrait expliquer l'angle d'entrée des balles dans le corps de France-Alain. Ensuite, l'hypothèse de la couronne et des policiers, c'est que Benoît Proulx, lui, cet édifice-là n'existait pas, c'était un terrain vague, serait parti à courir avec l'arme. Il serait arrivé ici, et là, étant donné la grandeur et l'endroit où elle a été touchée, il aurait fallu qu'il tienne la 12 très bas ou qu'il soit agenouillé avec l'arme. Ça veut dire que là, il court après France-Alain, fait qu'il sait que, quoi, il a donné rendez-vous à CHRC, ils se sont dit bonjour.
il la suit ou il la raccompagne chez elle. Oui, il l'a vu passer, puis il s'est dit, voilà mon occasion, je pars à courir avec ma 12 que je gardais au travail. Il est parti à courir, il est arrivé ici. Visiblement, il a traversé, s'est agenouillé, puis il est reparti à courir de l'autre côté. La théorie, c'est que le fusil était positionné au niveau de la hanche du tueur pour qu'il puisse tirer la victime à peu près au même endroit. Fait au niveau de la hanche... Le but de le mettre sur l'épaule, c'est pour retenir le recul et avoir de la précision. À la hanche, c'est toujours possible, mais on perd beaucoup de précision, puis le contrôle, c'est atroce. Hein. Fait qu'à moins d'être un, je sais pas, là, un pro, là, mettons, des armes comme toi, un citoyen là, qui essaierait de tirer quelqu'un qui a un coup puis qui appuie le gun comme ça sur sa hanche... Faudrait l'avoir déjà fait ou l'arme soit probablement modifiée pour être plus maniable, qu'on puisse mieux l'accoter sur la hanche pour retenir le recul. OK. Mais une arme pleine longueur comme ça, c'est très complexe à tirer à hanche. Okay. Ça fait quand même mal. Ça aurait pu laisser un bleu, là. Oui. Tirer à la hanche, c'est vraiment pas idéal, question de précision, puis pour contrôler l'arme, parce que justement, le recul va faire perdre la poigne de l'arme. Donc, à moins d'être vraiment près, tirer à la hanche, c'est pas très pratique. Puis même de près, comme on l'a dit, un fusil de près, c'est très concentré. Donc, c'est très facile de sortir en dehors de la cible. Puis l'autre théorie, c'est que ça serait peut-être une arme qui aurait été appuyée sur la fenêtre d'une voiture. Ouais. Ça, à ce moment-là, j'imagine que c'est plus précis, c'est plus stable. C'est sûr que c'est stable, puis ça permet probablement de le tirer à une main. En l'épaulant, mais le canon à côté sur la vitre, oui. Puis donc, une blessure à la hanche, théoriquement, c'était à peu près à la hauteur d'une voiture. Oui, exactement. Dans la théorie où Benoît Proulx, il tient l'arme contre sa hanche, il faudrait qu'il s'agenouille, puis là, que ça se produise là. Exact. Puis là, il faut que je me sauve vraiment rapidement. Je suis à pied, puis je peux être vu quand même par des gens. Tu peux être vu par des gens, mais tu aurais été vu par nos marcheuses. J'aurais été exactement parce que les marcheuses arrivaient de là-bas, fait qu'ils auraient vu quelqu'un se sauver en théorie. Ouais. Et ce qu'ils ont vu, c'est une voiture. C'est une voiture un peu plus loin. Bien, une des trois qui a vu une voiture. Oui. Mais c'était pas assez concluant dans les témoignages pour que le coroner dise précisément « je place une voiture sur la scène de crime ». Il y a juste le témoin Paquet, des années après, qui se souvient d'avoir vu Benoît Proulx avec un sac puis quelque chose de protubérant là, qui dépassait de sa personne. Puis, bon, lui a interprété que c'était peut-être une carabine. Mais ça, c'est 9 ans plus tard. 9 ans plus tard. Nos trois témoins qui sont non loin de la scène de crime ont de la difficulté à être précis le soir même. Lui, 9 ans après. 9 ans après, il est hyper précis. Oui. Quand, sur votre bureau, vous aviez les résultats de l'enquête, avez-vous une certitude que les policiers ont mis toutes les ressources disponibles? Sur notre bureau, on avait quoi? On avait les yeux de Benoît Proulx. Les yeux, combiné aussi avec le fait que lors de l'enquête du coroner, on avait essayé de démontrer que Benoît Proulx avait pu quitter pendant 10 minutes, que la station de radio était tout proche d'accord de la place où Mme Alain fut tuée. Mais c'était toutes des hypothèses. C'était, à la rigueur, je vous dirais même, des spéculations. Alors c'est ça qu'on avait sur notre bureau, là. La question qu'il fallait régler, c'est est-ce qu'il y a une preuve hors de tout doute raisonnable sur chaque élément essentiel de l'infraction pour faire condamner Benoît Proulx? Ben la réponse, c'est non. Puis c'est non sur tous les sujets. Patrice, tu nous dis toujours qu'il faut partir de la scène de crime. Fait que ça, debout, c'est ça qu'ils ont retrouvé, c'est tout. Le 25 octobre. Après ça, ça va au 29 octobre, donc 4 jours plus tard. On retrouve sur la barre de transport d'une roulotte 3 balles de calibre 12. Puis après ça, ben ça, c'est l'élément le plus, disons, incriminant qu'ils ont retrouvé. On peut dire ça? Oui. C'est un sac de vidange. Ça a été retrouvé, donc, 5 jours plus tard, avec du ruban adhésif médical et un trou au bout. Et c'est le même type de sac de vidange qu'ils utilisaient à CHRC dans la salle des nouvelles. Dans le cas de Benoît Proulx, les preuves circonstancielles sont assez faibles. Par exemple, on retrouve un sac de poubelle pas loin des lieux du crime. Mais il n'y a pas de traces de balles, il n'y a pas de traces de fusil dans le sac de poubelle. Outre le fait que c'est la même marque que CHRC, il n'y a rien de plus qui relie Benoît Proulx à la scène de crime. C'est sûr que les douilles sur une scène de crime, c'est majeur, et surtout l'emplacement où il se trouve. Mais je m'explique mal que le sac soit trouvé 4 jours après, quand ça s'était retrouvé tout de suite au début. Puis comment on fait le parallèle pour dire que ce sac-là vient vraiment de la station de radio? Parce qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça pour être sûr que c'est des questions de l'eau, c'est des questions de fabricant, dans l'endroit où il a été fabriqué. Ça reste un banal sac de poubelle.
tant qu'à moi. Là, on se dit, il y a du ruban, il y a un trou, donc clairement, l'arme était dedans, mais on trouve pas l'arme. Puis on trouve pas de traces non plus. Un coup de fusil dans le sac. Mais ce que tu me dis, c'est une déduction. On pense que l'arme était dedans, puis on pense... Ça vaut légalement, ça vaut rien. Parlons de la couronne, c'était Robert Parot, le procureur. Oui. Lui, quels sont ses arguments pour tenter de convaincre le jury que Benoît Proulx est coupable, vu que la preuve circonstancielle est très faible? Alors, ce que la couronne a comme preuve, numéro 1, c'est le témoignage de Paquette, témoin visuel. Donc, deuxièmement, il prétend avoir des aveux déguisés. Maître Robert Parot dit que Proulx aurait presque avoué son crime au père de la victime lors d'une conversation enregistrée 8 mois après le meurtre. Il y émet des hypothèses sur le meurtre et selon la couronne, quand il parle de l'assassin, c'est de lui qu'il parle. Un événement crucial au procès de Benoît Proulx, ça a été l'écoute électronique. Pourquoi? Parce que 1 an après le meurtre de France Alain, Benoît Proulx est allé rencontrer le père de France pour discuter avec lui de ce qui s'était passé. Le père de France Alain a enregistré à la suggestion des policiers cette conversation-là. Oui. Et ces bandes sonores-là ont été écoutées en cours. Et à ce moment-là, le procureur de la Couronne a dit remplacer chaque fois que Benoît Proulx parle du meurtrier à la 3e personne, remplacer ça par la première personne. Dans cette conversation-là, Proulx, il émet des hypothèses. Parce que M. Alain le met au défi, mais qui a pu faire ça si c'est pas toi, ainsi de suite. Et donc, il dit, ben, ça pourrait être quelqu'un qui lui en voulait. Puis, et donc, il émet toutes sortes d'hypothèses. Et Robert Parot a dit, si vous remplacez le « il » par un « je », il parle de lui, Benoît Proulx, là. Il parle pas d'un personnage imaginaire. Il vous raconte ce qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est des aveux. Il a dénaturé le tout pour en faire quasiment une déclaration incriminante. C'était épouvantable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, puis la plupart des observateurs de la justice n'en revenaient pas. Qu'on ait finalement accepté de trafiquer ainsi le il pour le je, puis d'amener ça comme une preuve de culpabilité, ça aurait dû jamais être admis en preuve selon plusieurs, mais ça a été admis en preuve. C'était permis à l'époque d'enregistrer des gens à leur insu, mais au moment de déterminer si c'est admissible en preuve, il faut voir dans quel but on va s'en servir. Et c'est ça que le juge n'a pas vérifié. Et compte tenu de l'utilisation qu'ils en ont fait, c'était complètement illégal. D'abord, le juge aurait dû dire à Robert Parot, écoutez, là, ça n'a pas de sens, là. C'est pas des aveux. Vous n'en avez pas des aveux. Et donc, le juge l'a permis, et puis il n'a pas mis le jury en garde. Ensuite, ben, il y avait des détails, mais vraiment rien de très fort. Mais on sait que Benoît Proulx avait eu une relation avec France Alain, mais selon la preuve même des témoins de la Couronne, c'est Benoît Proulx qui avait mis fin. Alors pourquoi il serait allé la tuer? Et donc, ça reposait beaucoup sur le témoin Paquette, des aveux déguisés et ce qui a appelé un mobile profond et complexe. Autrement dit, c'est une personnalité un peu trouble, un peu mystérieux. Donc, je suis pas capable de vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y avait dans la tête. Mais regardez comment il est, écoutez ce qu'il dit. Il y a quelque chose de tordu là-dedans. Ça, c'est dans mes mots, mais c'était beaucoup des suppositions. Et honnêtement, il n'y en avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves solides. Ils ont fait des choses en salle de cours que moi, j'avais jamais vues, que j'ai jamais revues par la suite. Là. Et honnêtement, là, je regardais ce procès-là, là, puis je regardais les choses qui se disaient puis qui se faisaient, puis j'avais l'impression que c'était un match de lutte. Tu sais, quand un des lutteurs est en train d'assommer l'autre à coups de chaise, là, l'arbitre est là, puis fais pas ça, ou il regarde ailleurs, là, c'était surréaliste. C'est un cirque. Totalement. C'est pas à l'étendue que le journaliste de 44 ans s'est rendu devant la cour pour connaître le verdict. Il n'a même pas réveillé sa compagne qui avait réussi à s'endormir dans une salle voisine. On est au mois de novembre. Ça fait plusieurs jours que le jury délibère. Les délibérations, c'est particulier parce qu'on tombe dans une espèce de vide. Il y a une tension sourde, mais rien n'y paraît. Puis les jours passent, il n'y a pas de verdict. Le lendemain, c'est comme si ça allait durer toujours. Puis tout d'un coup, il y a comme un concentré d'émotions, n'importe quel verdict de jury. Mais dans ce cas-là, c'est comme si tout d'un coup, là, toute la ville se focalisait sur ce moment-là. Et là, coupable. Immobile, il a écouté sans broncher le président du jury le déclarer coupable. Un murmure a parcouru la salle où 150 personnes s'étaient rapidement massées et des sanglots ont éclaté. Je n'en revenais pas de la faiblesse de la preuve. Je n'en revenais pas non plus du manque d'impartialité du juge. Pour moi, le juge
ne rendait pas des décisions équitables. Mais en même temps, en regardant comment ça s'était passé, l'influence d'André Arthur, l'espèce d'atmosphère de culpabilité qui pesait sur Benoît Proulx depuis des années, en fait, ben c'était pas si surprenant de ce côté-là. Vous savez, pendant ce procès, bien souvent, des gens disaient qu'ils trouvaient que Benoît Proulx était stoïque. Mais il avait une force intérieure, cet homme. Il ne démontrait pas nécessairement ce qu'il pouvait ressentir. C'était tout à l'intérieur. Mais là, j'ai vu Benoît Proulx se rouler à terre de détresse. C'était épouvantable. Je vous le dis aujourd'hui, là, et j'en ai encore la chair de poule. Nous pensons en tout temps qu'on n'a pas eu un procès juste et raisonnable. Le procès aurait jamais dû être tenu à Québec. Tu sais, les jurys n'étaient pas séquestrés là, pendant le procès, donc ils pouvaient rentrer chez eux, puis je suis à peu près convaincu que les jurys suivaient la couverture du procès à CHRC comme tout le monde, tu sais. Ça montre l'influence d'André Arthur qui était vraiment au fait de sa popularité. Il n'aurait jamais été déclaré coupable sans la présence et l'action d'André Arthur. Ce procès-là, cette condamnation sans fondement, porte la signature d'André Arthur du début à la fin. C'est clair, parce que le témoin Paquette, sa mémoire lui revient 8 ans et demi après, parce qu'André Arthur en a parlé. L'enquêteur qui a suivi Proulx à la trace depuis 9 ans promet un livre qui va faire la lumière sur l'affaire. Pour lui, justice est enfin rendue. Le verdict est réellement juste. Le matin où Benoît Proulx a été condamné, évidemment, c'était le brouhaha dans la salle. C'est le tribunal de l'opinion publique avec un juge qui laissait tout passer, et ça a donné le résultat que ça a donné. Vous regardez un film à la télé, vous voyez un film d'action, vous êtes en retrait. C'est un peu ce que j'ai vécu. C'était un peu surréel, cauchemardesque. J'étais complètement bouleversé, je me suis senti complètement abandonné, comme glissé dans un ravin sans fond. J'étais complètement atterré. Je croyais vraiment que j'étais parti pour 25 ans, qu'on allait me payer pour une chose que j'ai pas faite. J'étais là quand le verdict a été prononcé. Ça criait, ça hurlait, ça pleurait. Francine Jobin, qui était sa conjointe à l'époque, c'est presque perdu conscience. Francine Jobin travaillait à CHRC. Elle a été aux ventes et elle a été recherchiste. Elle fréquentait Benoît autour des années 86 jusqu'au début des années 91. Ils ont acheté une maison ensemble. C'était une relation stable, une relation sérieuse. Benoît avait, je pense, une nouvelle copine qui était... Francine Jobin? Francine Jobin, la sœur de Richard Jobin. Tu connais Richard Jobin? Richard Jobin, qui était un mauvais garçon Oui, de Québec. Oui. Un très mauvais garçon, mais je me rappelle très bien de ce type-là. Ouais. Francine Jobin, c'est aussi la sœur de Richard Jobin, un illustre moteur du Club des mercenaires du côté de Loretteville. Richard a dû faire toute sa vie dans le crime. J'ai pas peur de problème avec ce gars-là. Là. C'est une grosse pinotte là, très tendue. Le gars est imprévisible, il a peur d'absolument rien. Richard Jobin, c'était un moteur de la région de Québec qui était craint de tout le monde parce que c'était un gars qui agissait de manière seule, un loose cannon, vraiment un tueur dangereux. Et dans quel contexte tu l'as rencontré, Richard Jobin? Probablement à la station. Je suis le frère de... Lui, il venait de voir, là. Hey, je suis le frère de Francine, puis Francine, puis... Il me disait pas, évidemment, que c'était la blonde de Benoît, mais on était capable de faire le lien. Dans le tour, quand t'arrives, donc Francine Jobin, elle sort déjà en 83 avec Benoît Proulx. Quand je suis là en 83, ça peut être en 84 aussi, là. Évidemment, au début de l'enquête, on n'avait aucune idée qu'il y avait possiblement un autre lien que Benoît Proulx avec Francine Jobin. On n'avait aucune idée que son frère, Richard Jobin, avait avoué avoir tué France Alain. T'as connu Francine Jobin, qui a été avec lui, je sais pas de quelle année à quelle année. Toi, tu les as rencontrés dans quelles circonstances? Et quand je suis arrivé à Québec en 87, ils étaient déjà en couple. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Francine. Ça a été une dure épreuve pour elle, toute cette saga judiciaire, parce qu'elle était là à ses côtés tout au long du procès. Il y a même une rumeur qui voulait que ce soit son frère qui a tué France Alain. Le journaliste Benoît Proulx de Québec vient d'être acquitté. On avait gagné. On savait que justice avait été faite. Je viens de trouver un livre qui change tout. Richard Jobin est un gros bandit. Fait qu'il rentre comme il veut à CHRC choix. Il fait pas mal ce qu'il veut, puis il a une grande gueule. Là, on commence à avoir plusieurs personnes qui nous placent. Richard Jobin, début des années 80 à CHRC. Il m'a raconté l'histoire à moi, la donne-moi une